Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Au fil du jour. Je suis ravie de vous retrouver, on est en direct ensemble jusqu'à 16 heures. Et aujourd'hui, dans votre émission Au fil du jour, le programme est le suivant. Alors, en deuxième partie d'émission, nous recevrons Amel Houess. Elle est guide touristique. Elle va nous parler de son métier. Pourquoi elle a choisi de faire guide touristique? Elle va nous parler des avantages de ce métier. Les avantages, c'est les balades tous les jours dans un aussi beau pays. Pardon, j'en perds mes mots. Donc je disais donc dans un aussi beau pays, quels sont les circuits les plus prisés, quel est le programme qu'elle a prévu pour cette saison estivale. On nous dira tout ça en deuxième partie d'émission. Elle sera aussi accompagnée de Fatah Boumadi pour sa rubrique. Il nous parlera d'un livre comme chaque mercredi. Et avant cela, nous allons voyager tout simplement. Et oui, nous allons voyager à travers le téléphone. Nous aurons par téléphone Yassine Chakroun. C'est le fondateur d'Ecosium Art, une association qui organise des événements autour de l'Algérie, des Algériens, de la culture algérienne. Il va nous parler de Chtahfesta. Chtahfesta, c'est un événement qu'il a créé en 2025 à l'occasion de la fête de la musique le 21 juin. Donc c'est un événement qui a eu un tel engouement qu'il a tout simplement récidivé cette année avec déjà 2 événements qui se sont déjà déroulés et le troisième est pour bientôt. Il va nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Et pour commencer, nous allons parler d'un métier artisanal. J'ai le plaisir de recevoir Madame Amel Agadir. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir. Merci pour l'invitation. Et merci de l'avoir accepté. Avec vous, nous allons parler d'un métier que beaucoup connaissent, mais je pense que la jeune génération ne connaît pas très bien. Vous êtes d'accord? Ça va. Ça revient un peu au goût du jour. Exactement. Avec le temps, ça va. Très bien. On remarque ça avec le. Alors, le sujet, c'est le matelassage. Donc, le matelassage ou tout simplement plus connu sous le nom de tatarah chez nous. Voilà, tout simplement. Donc, on va parler de tout ça juste après la pause musicale. On revient tout de suite après.
La chanson de Badji Bahri qui donne envie de bouger, n'est-ce pas? Oui. Alors avec vous, Emel, nous allons parler du matelassage, ce métier artisanal. On va tout d'abord parler de son histoire. Peut-être que certains téléspectateurs ne connaissent pas l'histoire du matelassage, peut-être qu'ils ne connaissent pas ce que c'est exactement, le fait de fabriquer un matelas avec de la laine et tout ça. Donc on va revenir tout d'abord par son histoire, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Alors, pour le matelassage ici en Algérie, c'est déjà un savoir-faire qui date de très longtemps. Il est apparu bien avant l'industrialisation, à une époque où toutes les familles construisaient et fabriquaient tous leurs besoins quotidiens à la main et voilà, à la maison elle-même. Et au fil du temps, ça s'est développé dans toutes les régions du pays et s'est transmis de génération en génération. Et maintenant, alhamdoulilah, c'est devenu un métier reconnu grâce justement à ce travail-là, sa valeur qui rajoute à tous les foyers algériens. Exactement. C'est un métier quand même assez difficile. C'est quand même difficile de. Enfin, il faut un peu de force quand même pour le faire. Justement. Alors, c'est un métier surtout pour les hommes. Oui. C'est surtout les hommes, dans certaines régions, c'est surtout les hommes qui travaillent. Quand on a envie de se fabriquer un matelas, on a plus tendance à aller vers c'est votre rah, des annonces. Quand on cherche, on cherche un tarrah, voilà, on trouve même inscrit sur certains murs dans la ville, tarrah, et puis numéro de téléphone en bas. Donc c'est surtout les hommes qui le font commercialement, en tout cas. Bon, surtout à l'époque où on faisait ça avec de la laine. Oui. Parce que la laine, justement, c'est un travail qui demande beaucoup de force physique, on va dire. La maintenance de la laine, le cardage de la laine et tout. Donc c'est vraiment un métier qui demande de la force. Mais ça, bon, après tout, même la femme, elle peut tout faire. Exactement. Voilà. Dans mes souvenirs, personnellement, c'était la grand-mère, c'était à la maison, et on achetait les grands sacs de laine qu'on nettoyait, qu'on lavait et qu'on faisait sécher foursta, tout simplement. Et puis après, on remplissait les matelas. Et puis, avec ce geste bien précis, justement. Avec de longues aiguilles, à Voilà. gestes répétitifs, pendant plusieurs heures. Et c'est ça qui fait qu'on préfère que les hommes le fassent, parce que ça demande beaucoup de force quand même, voilà. Oui. Ça n'a pas changé, c'est toujours les mêmes gestes. On a peut-être modernisé un petit peu le matelassage avec de nouvelles formes et tout ça, mais le geste reste le même. Ah oui, en fait, c'est ça qui fait l'âme de ce travail artisanal, de ce savoir-faire. C'est vraiment les gestes fondamentaux. Le capitonnage, le coudre, tendre, tous ces gestes-là qui restent. Et c'est ça qui fait que voilà, c'est un travail artistique. Voilà. C'est un art, après tout. Exactement, voilà. C'est une chorégraphie, la façon de le faire. Il faut apprendre justement à le faire et le faire correctement, parce que sinon, je me rappelle très bien, quand on était petite, il fallait tout défaire pour tout refaire correctement. Exactement. Sinon, le matelas n'est pas confortable. Et jusqu'à présent, une erreur, tu refais tout. Exactement. Alors, laine ou pas laine? Parce que on imagine que maintenant, ça a beaucoup évolué. Est-ce qu'on réclame toujours de la laine ou est-ce qu'on met autre matière à l'intérieur? C'est vrai que la laine, c'est déjà assez lourd. Et pour le nettoyer, je pense que ça prend déjà beaucoup de temps. Est-ce qu'on est plus pour la laine, sur la laine, ou maintenant, on se dirige vers d'autres matériaux? Alors, pour débuter ça, ce sujet-là, il faut savoir que la laine, elle fait partie de nos traditions. Exactement. C'est une matière, on va dire, noble. Mais avec le temps, ça a un peu changé, vu que même les gens demandent plus de la matière qui est dure, plus du confort, plus de facilité d'entretien. C'est surtout ça. Oui. Voilà, exactement. Et qui répondent à leurs besoins, on va dire, hygiène. Et même pour les gens qui ont des sensibilités allergiques. Donc tout ça, ça joue au fait qu'on a essayé de changer, on va dire moderniser un peu, puisqu'avant on ne faisait pas ça avec de la mousse qu'on utilise actuellement, mais c'était plus juste de la laine. Et justement parce que aussi avant, à cette époque-là, la laine était une matière naturelle et elle était présente. Parce qu'il y avait la demande aussi, parce que dans toutes les maisons, on achetait les grands sacs de laine pour fabriquer justement ces matelas-là et tout ça, donc on en trouvait. Oui, elle était présente localement aussi parce que, en fait, c'est grâce justement à l'élevage à cette époque-là. Mais aujourd'hui, il y en a, on ne va pas dire plus, mais elle est devenue rare, très rare. Justement, parce que la matière est moins demandée, parce que c'est fastidieux à entretenir. Ouvrir le matelas
tous les étés, laver la laine, la laisser sécher, et puis la travailler ensuite, parce que c'est pas prendre juste comme ça, c'est un petit peu la travailler pour la remettre dans le matelas, et puis après, tatara et tout ça, c'est fastidieux, le matelas est quand même, qui pèse quand même assez lourd, et si un accident arrive sur ce matelas-là, il fallait tout refaire, parce qu'il fallait tout relaver, n'est-ce pas? Exactement. C'est pour ça que je vous ai dit, la maintenance de la laine, elle est très très difficile. Oui. Et c'est pour ça, même les gens n'en demandent plus, enfin je ne veux pas dire plus, mais ils essayent d'éviter un maximum possible s'il y a un choix qui répond à leurs besoins. Et leurs besoins actuels, c'est vraiment de passer de la laine à la mousse, mais en respectant vraiment la laine qui fait partie de notre tradition. Nous, personnellement, on ne dit pas que la laine, elle n'est pas, on ne dit pas des trucs négatifs sur elle. Elle reste, elle fait partie de notre tradition, mais pour répondre aux besoins actuels de notre époque-là, on passe... De la société actuelle, exactement. C'est plus, la société a évolué, ce n'est plus la famille élargie où on se rassemble tous festah et puis on lave cette laine et tout ça. C'est la famille qui est réduite, la cellule familiale est beaucoup plus petite, donc la maman et puis la femme travaillent, l'homme travaille aussi. Ce n'est plus comme avant, donc pour avoir le temps de faire tout cela, c'est quand même prenant. Donc, en mousse, c'est beaucoup plus simple à nettoyer aussi, et puis il y a le matériel aussi qui va avec. On cherche la facilité, on va dire. Voilà. On est dans une époque où on cherche la facilité dans tous les domaines, en fait. Alors, comment modernisez-vous justement le matelassage aujourd'hui? On reste plus sur, parce que quand on pense à un matelassage, on pense matelas, forcément. Donc, on reste pas que sur du matelas? Non. Oui, enfin, d'un côté, c'est vrai, les gens pensent directement, quand on dit matelassage, automatiquement, c'est matelas. Oui. Alors que non. Je vais dire que c'est non. Peut-être à une certaine époque. Mais aujourd'hui, le matelassage, vraiment, on peut confectionner en plusieurs, on va dire, modèles. Dans les canapés, on le trouve dans les canapés, dans les banquettes, dans les têtes de lit, dans les coussins et même dans quelques articles de décoration. Et c'est pour ça, nous, la mission Tana, on va dire ça comme ça, c'est vraiment de sortir le matelassage traditionnel dans l'usage là de matelas, juste de matelas. On essaye vraiment de faire plusieurs collections pour mettre en valeur ce travail, ce savoir-faire. Voilà. Donc dans votre atelier, vous faites ressortir un petit peu la valeur de ce matelassage, mais à travers d'autres objets, on va dire. Pas forcément un matelas, mais ça peut être un coussin, ça peut être une banquette, ça peut être autre chose. Voilà, exactement, c'est ça. D'accord. Est-ce que c'est toujours fabriqué à la main? Est-ce que c'est toujours traditionnel, artisanal? Est-ce que c'est toujours la personne, c'est toujours lui qui le fait avec l'aiguille, ou est-ce que ça s'est modernisé un peu? Est-ce que maintenant on introduit des machines ou pas? Alors, pour les machines, ça nous aide un peu dans quelques étapes, et pas pour tous les modèles, mais dans quelques étapes juste de précision. Mais ce qui fait vraiment l'âme de ces modèles-là ou de ces collections, c'est vraiment le travail artisanal. Tout est fait à la main, tout passe à la main de ce artisan-là. Et les gestes restent eux-mêmes, ça ne change pas. Et le matelassage, le travail artisanal, les gestes fondamentaux, tout ça, ça reste les mêmes. C'est juste qu'on utilise des fois les matériaux et ce n'est pas un truc négatif. Non, pas du tout. Mais si ça peut aider, justement. Ces machines-là, justement, c'est pas avec cette machine-là qu'on fait justement le matelassage, mais ça sert à quoi au juste? Ça aide dans quoi? Par exemple, il y a des modèles où ça demande juste un truc, par exemple, pour le bois. Oui. Un exemple. Même si... Alors là, on ne reste plus dans le matelassage uniquement, mais dans le meuble qui va accompagner cette pièce matelassée. Donc on parle dans l'atelier de l'artisanat en général. D'accord. Voilà. Et si on nous demande si on utilise des machines ou je sais pas, des matériaux d'ordre de la main de cet artisan. Oui. On utilise des machines, c'est normal, et ça nous aide un peu pour quelques précisions, mais comme je vous ai dit, la couture, c'est vraiment à la main. Et tous les modèles passent à la main de l'artisan. Donc la couture, le matelassage en lui-même. Donc on ne parle pas du meuble qui va accompagner ce matelassage, que ce soit un dossier ou une table, enfin je ne dirais pas une table, mais un tabouret. Les pieds du tabouret, on peut mettre un coussin dessus qui est matelassé. Donc le meuble
est fait en machine et c'est tout à fait normal, Voilà. mais le matelassage en lui-même est toujours fait à la main. Oui, parce que pourquoi j'ai précisé la machine, pourquoi j'ai précisé que ça nous aide, parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment que dans l'atelier, il y a que il faut juste avoir des matériels comme l'aiguille, je sais pas, les trucs juste dont il a besoin l'artisan. Oui. Mais à vrai dire, ce n'est pas ça. Et quand j'explique ça des fois, on ne comprend pas. Alors qu'il faut évoluer le modèle et pour l'évoluer, il y a des trucs qu'il faut... Bien sûr, on a besoin de la machine un petit peu pour nous aider, pour avoir aussi un meilleur résultat, une question de précision, comme vous l'avez dit aussi. Est-ce que la jeune génération est intéressée par ce métier? Parce que c'est quand même un métier fatigant, un métier fastidieux, c'est prenant aussi. Alors pour les jeunes, peut-être vous serez étonnés, mais oui. D'accord. Vraiment, vraiment, les jeunes s'intéressent vraiment et justement, il faut leur donner la chance pour ces jeunes-là parce qu'ils ont cette volonté d'apprendre. C'est juste que ce métier, actuellement, je pense qu'il n'est pas encore valorisé à un niveau où il faut et les jeunes ont peur d'engager dans ce domaine. Et aussi, on ne leur donne pas peut-être la chance. Et nous, par exemple, dans notre société, ils ont de la chance, on va dire ça, ou l'opportunité d'être tombés sur un patron qui vraiment envisage ce que c'est les jeunes qui travaillent. Et parce que c'est sa manière à lui de faire perdurer cette tradition, pour transmettre ce métier. Exactement. Oui. Pour lui, si on ne leur donne pas de la chance, automatiquement, ce patrimoine peut disparaître. Peut disparaître, exactement. Voilà. Parce qu'il faut l'évoluer. Pour l'évoluer, on a besoin de ces jeunes. Alors, si un jeune, par exemple, est en train d'écouter, enfin de regarder, de nous écouter aussi, de regarder cette émission et qui est intéressé par le matelassage, est-ce qu'il peut se présenter à votre atelier, par exemple, et dire « Aujourd'hui, je suis là pour essayer d'apprendre le matelassage, je veux en faire mon métier ». Est-ce que vous acceptez tout simplement des jeunes comme ceci ou comment que ça se passe? Vu que vous avez dit que le patron de votre atelier encourageait la jeune génération à venir apprendre. Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir une chose, que c'est pas n'importe qui peut faire ce métier. Oui. Il faut vraiment qu'on voit qu'il veut faire ce métier, qu'il soit convaincant. Voilà, exactement, après tout. C'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est un métier vraiment noble et il demande beaucoup... Enfin, il y a des efforts à faire, à avoir. Mais bien sûr, et dans tout l'artisanat en général. Il faut savoir que si on parle aujourd'hui du matelassage, mais dans tout l'artisanat en général, ils ont besoin, ces jeunes-là, ils ont besoin qu'on leur donne leur chance. Très bien. Alors pour une pièce combien ça prend de temps? Par exemple, vous fabriquez, vous avez dit, ça peut être des banquettes, ça peut être des coussins, ainsi de suite. Ça prend combien de temps, par exemple, pour fabriquer une banquette? Entre le matelassage, la fabrication et tout ça? Alors ça dépend exactement du modèle, mais vraiment ça prend du temps. Je vais dire peut-être justement les dernières touches, les finitions là qui prennent du temps. Parce que généralement, quand vous rentrez dans notre atelier ou n'importe quel atelier qui font du matelassage, vous allez vraiment trouver que tous les artisans sont vraiment restés concentrés, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien du tout, avec les détails et tout, et c'est ça qui fait le charme. Et ça prend un peu de temps, peut-être on va dire, pour qu'on fonctionne un produit ou un matelas, ou bien peut-être qu'ils vont rester, je ne sais pas, si c'est un jeune qui est en train d'apprendre, une journée entière peut-être. Bon, ça va, une journée entière, c'est quand même rapide. Ça va. C'est quand même rapide. Je n'ai pas de définition, mais après, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes, par exemple. Oui. Donc, est-ce qu'on se dirige vers vous et on vous demande, par exemple, on vient avec une photo, voilà, j'ai vu ce modèle-là, je l'ai croisé chez une voisine ou sur Internet, et j'aimerais que vous me confectionnez le même... Est-ce que dans votre atelier, c'est comme ça que ça se passe? Non, alors, dans notre atelier, on a nos collections. D'accord. Et chaque collection, elle est bien étudiée. Et on ne peut pas sortir de ce qu'on fait. Peut-être dans les mesures, peut-être des détails comme ça, mais ça reste juste dans nos collections. D'accord, voilà. Très bien. Donc, vous avez en sorte un catalogue que vous proposez pour les clients, les éventuels clients. Après, on a des showrooms, donc ils viennent tout simplement voir sur place. D'accord. Mais ce qui peut valoriser, qui peuvent être libres de choisir, c'est peut-être les tissus, peut-être les couleurs et tout. Donc, voilà. Très bien. Donc, les tissus, ce n'est plus comme avant, le tissu qui était soit vert,
soit rose. Je me rappelle des matelas d'avant, hein, c'était soit vert, soit rose avec des fleurs blanches comme ça, ou alors des rayures. Donc il y a une variété de couleurs, il y a une variété de motifs aussi. Exactement, ça fait partie de enfin, ça fait partie de quelques points dont on a fait pour moderniser justement ces modèles. C'est par les tissus, justement les couleurs, le design un peu, on a un peu enfin, changé un peu le design. Donc tout ça a joué le rôle dans la modernisation de ce modèle. Et les clients sont plus attirés vers les couleurs pétillantes, chatoyantes, des couleurs vives ou c'est plus des couleurs un petit peu plus sobres? Alors chaque client a ses goûts et tout, mais peut-être je vais dire la majorité pour les couleurs vives. Ça leur rappelle vraiment l'ancienneté un peu. D'accord. Et justement, quel est l'objectif justement de votre atelier par rapport à ce métier? Alors avant tout, je vais dire moderniser pour nous. Moderniser pour nous ne veut pas dire remplacer. C'est vraiment un truc dont je veux vraiment qu'on insiste sur ça. Ça ne veut pas dire qu'on a remplacé les produits anciens, les modèles traditionnels. Au contraire, on a juste fait en sorte que ça continue de vivre. Ces modèles continuent de vivre et la meilleure façon de les faire vivre, c'est vraiment ça, c'est de leur donner un peu de modernité, parce que après tout, il faut attirer les jeunes, il faut faire aimer ces modèles pour les jeunes et que ça rentre dans les intérieurs contemporains. Oui. Et c'est vraiment ça en fait, c'est notre objectif. Est-ce que vous avez des souvenirs de matelassage chez vous? Enfin, j'imagine que les téléspectateurs ont ce souvenir-là du matelassage à Tatarah, tout simplement. Moi, quand je dis matelassage, ça me fait pas rappeler vraiment le geste, ça me fait pas rappeler cette tradition, ça me fait pas rappeler ce métier artisanal. Là, on se rappelle de ce gros matelas qui n'était pas toujours confortable parce qu'on le faisait souvent à la maison, soit on faisait appel à un spécialiste, c'est souvent des hommes. Voilà, où on le faisait à la maison et c'était aussi les femmes aussi qui s'y attelaient. Et puis s'il était mal fait, je vous jure que vous passez pas une très bonne nuit, alors on va là, dire. si l'erreur vient de vous, hein. Oui, exactement. Vous Et on vous fait des reproches après. C'est vrai que cette laine à nettoyer, cette laine à faire et tout ça, c'est vrai que c'est fastidieux. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça a quand même un charme. Ça reste ancré dans nos mémoires. Ça nous rappelle des moments assez particuliers qu'on a partagés avec des personnes qui ne sont peut-être plus là. Et ces souvenirs-là, c'est bien de les raviver de temps en temps. Exactement. Moi, j'ai des clients qui me disent, moi, vos modèles m'ont attiré tout simplement et je veux les avoir chez moi pour montrer à mes enfants et qu'ils ne oublient pas d'où ils viennent. Oui. C'est une façon pour eux d'avoir un truc artisanal ou un truc traditionnel chez eux. C'est justement pour ça, pour raconter des histoires et voilà, parce qu'après tout, qadat, en général, on va dire qada. Et c'est vraiment le lieu de la maison qui fait vraiment lier toute la famille. Oui. Voilà. C'est là où toute la famille se rassemble. Voilà. C'est là où toute la famille se rassemble, se raconte sa journée. Enfin, la vie actuelle, on va dire, c'est là où toute la famille se rassemble, tous rivés sur leurs écrans, malheureusement. Oui. C'est le cas, il faut le dire aussi. Malheureusement, il faut oublier un petit peu vos portables et profiter de vos enfants, de vos parents, de vos proches, tant qu'ils sont là. Profiter de ces moments-là qui ne se répètent pas, c'est clair. C'est clair que c'est le qa'da. Quand on parle de tout ça, c'est le qa'da chaleureuse et convivial de la famille. Et je vous assure que malgré que c'est vrai, la jeunesse, ils sont attirés plus pour les réseaux et les téléphones, mais qui qa'do, le qa'da hadik, oui. Automatiquement, ils oublient tout. Je ne sais pas, elle a un charme unique, ça donne envie de parler, de discuter. Et c'est ça qui fait le charme justement du qadat. Très bien, très bien. Alors, vous restez quand même avec nous. Nous allons voyager ensemble si vous êtes d'accord. D'accord, Amel? Oui, bien sûr, plaisir. Nous allons voyager, nous allons à Paris. Nous allons à Paris pour oui, Ecosium Art avec Yassine Chekroun. Yassine Chekroun, bonjour. بخير عليكم. Bonjour Monia, Yassine Ben Chekroun معكم.
Yassine Ben Chokroun, bonjour et bienvenue à vous dans l'émission Au fil du jour. C'est pas votre premier passage au fil du jour. Non, non, et d'ailleurs, merci à tout le staff de m'accueillir aussi chaleureusement à chaque fois. Alors, je rappelle, vous êtes ingénieur École nationale polytechnique, donc c'est votre formation, mais ce que vous faites avec votre association n'a rien à voir avec votre formation. Vous le faites pour le pays, vous le faites pour faire perdurer et transmettre notre culture en dehors des frontières, on va dire, à l'étranger. Vous êtes le fondateur d'Ecosium Art, n'est-ce pas? Exactement. C'est une association justement qui parle et qui rassemble les Algériens autour de leur culture, n'est-ce pas? C'est ça. En fait, oui, je suis ingénieur de l'école polytechnique de l'Harrach et j'habite à Alger. Ça fait 20 ans que je suis en France. Ça fait 3 ans que j'ai fondé Ecosium Art. Naturellement, je suis animé par cet engouement pour ma patrie, l'Algérie, qui anime beaucoup de personnes ici et ailleurs. Exactement. Et avec cette association, vous avez organisé un événement, plusieurs événements, pas qu'un seul, mais aujourd'hui, on va parler d'un événement plus précisément, c'est Chtah Festah, un événement que vous avez créé pour la première fois en 2025 pour la fête de la musique. Oui. Ecosium Art que j'ai créé aujourd'hui, il compte 11 adhérents et beaucoup de gens qui la suivent. Elle travaille sur la cohésion artistique entre les deux rives de la Méditerranée. On fait en sorte que les jeunes artistes qui arrivent ici soient pris en charge et puissent continuer dans leur art. Et on fait en sorte aussi que des personnes d'origine algérienne natifs ici, qui sont nées ici et qui puissent retourner aux sources, parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui veulent aller artistiquement faire quelque chose là-bas, et nous, on s'inscrit dans ça. À travers en fait, c'est un principe, c'est un concept d'après-midi soirée qu'on a initié avec le collectif des aides l'année passée on a voulu marquer l'identité artistique algérienne pendant la fête de la musique le 21 juin 2025. Et j'étais moi-même le directeur artistique de cette soirée où on a mis en place un concept qui s'appelle les cafés immersifs, qui sont un concept de théâtre de rue, qui présente les régions d'Algérie à travers les 5 sens de l'être humain. D'accord. Et qui a bien pris. À côté, il y avait un food truck algérien, il y avait des artisans du FEMA algérien, il y avait aussi une serre qui présentait des pop artistes, des peintres et quelques musiciens. Et autour de ça, ça finit en soirée en DJ set le soir jusqu'à très tard le soir. Et c'était sur un rooftop dans un bâtiment dans le 18e arrondissement. D'où le nom, voilà. Et ça nous rappelle aussi un petit peu les mariages des Koulendelhon Festah, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça en fait. Vous avez touché du doigt, Monia, un truc très important, c'est qu'on voulait aussi faire un petit clin d'œil au mariage de chez nous, en tout cas à Alger, et je pense ailleurs aussi, quand on fait les mariages avant, s'il n'y avait pas la salle des fêtes, etc. Il y avait il y avait le bâche, il y avait le karata, il y avait les cajots de gazeuse qui passaient. Oui, exactement, exactement. On avait quand même la belle vue sur Alger à chaque fois. Et et vous faites bien de le préciser parce qu'effectivement, c'est ça aussi qui est animé. On a récidivé le 14 juin à Hadaya au pied du musée de l'émigration. Et là, ça a pris notre tournure parce que c'était un marqueur symbolique pour tous les immigrés qui viennent ici à Paris. Mais surtout, les Algériens ont répondu présent. Et ça devient plus qu'un événement là. C'est chaque édition, parce qu'on en a fait 2, puis 3, et qu'on demande une 4e le 1er août, là, on reçoit plus de 1000 personnes. Ce sont des jeunes actifs, des entrepreneurs, des familles, des étudiants, des voyageurs qui entretiennent un lien fort entre la France et l'Algérie et qui se retrouvent autour de valeurs communes, la culture, le partage, la transmission, la réussite aussi. Il y en a beaucoup qui réussissent, qui veulent revenir en Algérie, mais il y a des amoureux de l'Algérie aussi qui ne sont pas algériens, mais c'est des amis, c'est des gens qui veulent découvrir ou simplement des passants qui vont trouver cette ambiance qui les touche et ils veulent en savoir plus. Donc voilà comment est né ce voyage, on va dire. Et ça se passe où exactement cette fois-ci pour le 1er août? Ça se passe au pied du musée de l'immigration à la Porte Dorée, à Paris.
C'est une grande terrasse, c'est comme une friche, une terrasse en plein air qui est au pied du parvis du musée de l'émigration, avec une belle scène, des pizzerias, des buvettes, etc. Et c'était pour l'été en tout cas, c'était agréable avec la canicule l'idée d'installer là. Oui. Donc Espérons voilà. qu'il fasse pas trop chaud. Non, ça va, là, ça commence à se calmer quand même. Voilà, donc cette aventure, elle s'est construite de manière indépendante, bien sûr, avec l'énergie des bénévoles, etc. Et là, on vient de franchir un cap important et on cherche de vous à moi à s'entourer de partenaires, même d'Algériens, qui veulent bien nous accompagner dans cette aventure qui est une cause avant tout. Exactement. Et pour participer justement pour ce partenariat, on vous contacte comment? C'est à travers votre page Instagram, par exemple? À travers les plateformes, Instagram, on est très réactif, Facebook aussi, TikTok aussi, et on répond très rapidement. En fait, on arrive, là on est en train de prendre une tournure. Quand j'ai une tournure, c'est-à-dire qu'on touche à l'habit, on touche aux différents rythmiques, on traverse les sonorités algériennes de manière géographique, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire que si on va voir le rail, on va voir le rail d'il y a 40 ans, 30 ans, 20 ans. L'évolution. L'évolution, c'est-à-dire on a 2 maîtres des cérémonies, moi-même j'anime avec eux, avec elles, et on va aller quand même faire des recherches pour voir un peu ce qui s'est passé dans le temps et comment évoluent les mœurs. Et on donne aussi l'occasion à des artisans de venir présenter Algériens bien sûr, qui viennent présenter leurs produits aussi, vu qu'il y a du monde, en tant que tout le monde en profite. Ah ben, très bien. Ouais. Et vous êtes aussi maître de cérémonie ce soir à 19h, n'est-ce pas, pour l'association Rythme Harmonie. Exactement. Oui. Bahjar Hal. Oui, avec Bahjar Hal, exactement. Notre Bahjar Hal national m'a contacté pour animer le 18e édition du gala, enfin c'est un concert de clôture de la saison 2025-2026 d'une association nommée Rythme Harmonie qui a vu le jour en 2008 et qui aujourd'hui compte une centaine d'adhérents et des adhérents qui vont de 6 ans à 86 ans, donc 3 générations aujourd'hui d'élèves. Et aujourd'hui, ils vont se produire devant 700, dans une salle de concert à Paris 11e, qui s'appelle Olympe de Gouges. Et c'est gratuit pour tout le monde. Et moi, je vais animer, je vais présenter le parcours de cette belle association qui s'inscrit dans la transmission et qui va un peu dans le sens de Icosium Art, ou si je précise mes mots, c'est Icosium Art qui s'inscrit dans le sens de Rythme Harmonie parce qu'elle était là bien avant. Oui. Et je suis très content et honoré. Là, j'étais en train de finaliser mon discours d'ailleurs quand on s'est appelé. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour Icosium Art? Alors, ce qu'on souhaite à Icosium Art, c'est Tahia al-Jazair, c'est tout. Oui, surtout. Partout dans le monde. Partout dans le là monde. Où il y a un Algérien, on est là avec lui. Exactement. Si l'Algérie renaît, si l'Algérie va dans le bon sens, etc., et que les jeunes puissent, surtout les artistes, parce que c'est notre spécialité, les artistes tawana, ils puissent vivre de ce qu'ils font et qu'ils soient dans leur pays, que nous on puisse venir avec les gens originaires d'Algérie qui souhaitent aujourd'hui de plus en plus s'installer dans leur pays natal, dans les régions où leurs parents sont nés. C'est déjà une victoire et on n'est pas seul. Il y a plein d'associations, il y a un mouvement général. Ça me rappelle un peu, j'y étais pas, mais ce qu'on nous a appris sur Torah 1954, en fait, c'est quelque chose qui a explosé partout en même temps, et aujourd'hui l'engouement pour notre pays explose partout en même temps, de manière pacifique, avec tous les talents et les compétences qui existent partout dans le monde, et ça vraiment, Allah yabarak alayhom. Voilà, la passion de l'Algérie coule dans les veines de tout le monde. On est tous de fervents Algériens, patriotes, n'est-ce pas? Ça, je vous le signe dès maintenant. Oui. Merci à vous, Yassine Benchekroun. Merci pour votre participation. Alors, on rappelle, Icosium Art, vous êtes le fondateur de cette association. L'événement, c'est Chtah Festah le 1er août. Au niveau, rappelez-moi l'endroit, le lieu. Vous n'êtes plus.
on n'est plus. Il y a eu une coupure, on n'est plus avec Yassine Benchroun. Alors, vous pouvez tout simplement aller sur la page de Yassine Benchroun, plutôt Ecosium Art, voilà, sur Instagram. Vous trouverez l'affiche, vous trouverez toutes les informations pour participer à cet événement, pour aller un petit peu passer un bon moment, passer un bon temps avec les Algériens qui sont établis à l'étranger et qui veulent se retrouver autour de leur culture, autour de leur bled, quoi, tout simplement. Merci aussi à vous, Amel, de nous avoir fait honneur de votre présence ici, d'avoir parlé de ce métier du matelassage qui est très important et qu'il faut justement préserver et transmettre à la nouvelle génération. Merci pour votre participation. Très ravie, merci à vous aussi. Merci. Et maintenant, avec ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre une petite pause musicale, n'est-ce pas? Une petite pause musicale, une chanson de Caméléon, voilà. Win Yemshi Zin, Temshi Lila. Non, Temshi Rima. وين يمشي زين تمشي ريما تمشي والزين ساكن هضار لابس هزين ولابساتو ديما ومن غير هزين لبسها ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما سكن هزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة ومن غير هزين ما يسكن دار وما فات هزين ولا غات من دونو تغنى مع الزين وتسير وما صار ضويا في اللون كي القمر في لونو حورت العين من بيلة الجفار في نهار الصوم شفايف وما حنو وتقول صوت حنين محنان ويبقى الصوت هذا حنين ما حن عليك خلاني حارف الحنين كي تقار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار يا وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار وين يمشي زين تمشي ريما سكنها الزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة ومن غير هزين ما يسكن دار وما فاتها الزين ولا غدت من دونو تغنى مع الزين وتسير وما صار ضويا في اللون كي القمر في لونو حورت العين من بيلة الجفار في النهار الصوم شفايف وما حنو تقول صوت حنين محنان ويقار صوتها الحنين ما حن عليا خلاني حارف حنين كي قار وضياها في الليل كي القمر في ليلو نهار في نهار الشمس طول النهار إلا دخلت دخل النهار في ليلو وإلا خرجت تخرج من الليل نهار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار يا وادروني كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصفي حياته نهار Sur le plateau de votre émission, au fil du jour, voilà. Et au fil de cette émission, nous avançons et nous arrivons à la deuxième partie de cette émission. Et j'ai le plaisir de recevoir Amel Houess. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes guide touristique, n'est-ce pas? Exactement. Guide touristique, organisatrice des sorties touristiques et culturelles. Très bien. Et même une exploratrice. Waouh, super. On va en savoir un petit peu plus dans un instant avec vous. Et on reçoit bien sûr la chronique du jour, qui est Yassine Fatah Boumadi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Yassine. Yassine Chekroun. Yassine Chekroun, voilà.
Ça va? Très bien, et vous? Très bien, très bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc avec toi, nous allons... On va revenir sur le livre de l'historien Amma Belkhouja, donc l'émir Abdelkader, adversaire et admirateur, paru aux éditions ANEP. Très bien. On va aller faire un petit tour avec la guide Ouais. et on revient vers toi. T'es d'accord? Ça marche. Super. Alors, Madame Hawes, Madame Amel Hawes, nous allons parler un petit peu de votre métier. Vous êtes guide touristique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce métier-là? Alors déjà, un guide touristique, c'est un ambassadeur. Et puis, un guide touristique, pourquoi j'ai choisi ça déjà, c'est ce métier-là. C'est par rapport déjà à l'amour pour mon pays et aussi par rapport à l'histoire. D'accord. Voilà, je suis passionnée. D'accord. de Vous voulez l'histoire. raconter l'histoire de l'Algérie à travers les balades qu'on fait Oui, avec bien vous? sûr, parce que bon, je suis guide touristique spécialisée à la Casbah d'Alger. Oui. Et en même temps, je suis en train d'améliorer petit à petit mon circuit. Donc voilà, j'ai commencé par la Casbah d'Alger. Et aujourd'hui, je fais aussi la Kabylie et j'organise des sorties même à d'autres régions, D'autres comme destinations. Tipaza. C'est pour ça que je vous dis, je suis organisatrice. Très bien. Voilà, donc c'est ma passion qui m'a poussée pour devenir guide touristique. Et, parce que depuis toute petite, je peux dire, mon rêve c'était d'être une archéologue. Après, j'ai pas eu la chance, mais après, voilà, j'ai fait une formation. C'était pas dans le but de devenir guide, c'est juste pour participer avec les candidats qui ont par exemple les sites historiques. Oui. Après, à chaque fois, je partage, et en plus de ça, je bookine, donc les livres, tout ce qui concerne l'histoire et tout. Et puis voilà, j'ai fait la formation. Après, à chaque fois, je partage sur les réseaux sociaux. Très bien. Et j'ai remarqué la famille, les amis, mes collègues et tout, à chaque fois, ils me disent c'est intéressant, comment tu racontes l'histoire, etc. Et après, Vous vous êtes lancé, tout simplement. Voilà. Vous êtes lancé, vous êtes dit pourquoi pas, allez, je vais faire des balades avec Et les gens et c'était- leur raconter Et l'histoire. c'était avec ma famille, mes amis. Hein. C'était les premiers. C'était les premiers, oui. C'est avec eux, en Après, général, je- qu'on fait les tests. Hein. C'est ça. Et ça s'est bien passé, ils ont apprécié et ça vous a donné le courage de le faire? Oui, mais après le courage, c'était le courage toujours en déroulé. Très bien. On est Ça, c'est d'accord. important. Bien sûr. Ah oui, toujours parce que c'est pas vraiment évident de lancer Hakdak au public et tout, même avec la famille ou bien avec les amis. Il connaît le track, mais après, alhamdoulilah, petit à petit, ça va. Alors, comment définiriez-vous votre rôle auprès des touristes qui découvrent pour la première fois, on va dire, la Casbah? Comment vous faites quoi au juste? Vous êtes là à raconter l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Comment que ça se passe une balade à la Casbah avec vous? Alors, pour visiter un lieu historique Oui. ou bien un site historique, déjà il faut se présenter déjà le lieu. Il ne faut pas entrer directement, il faut mettre déjà les clients à l'aise. Déjà, je pose la question aux touristes, qu'est-ce que vous pensez de la Médina d'Alger? Est-ce que vous avez une idée sur ce site? Pour avoir déjà les avis des touristes. Oui. Et voilà, donc après, je me lance avec un aperçu sur la Médina d'Alger. Parce que j'ai remarqué la plupart des gens pensent que la Casbah d'Alger c'est la Médina d'Alger c'est une Médina, ils pensent que c'est une Médina turque alors qu'elle n'existe pas déjà et tout. Donc voilà, je leur donne des informations et tout. Et puis il y a des touristes qui posent des questions et tout, donc c'est tout à fait normal, c'est un échange culturel déjà. Alors, vous faites plus ces circuits avec des touristes étrangers ou il y a des Algériens aussi qui veulent découvrir leur pays tout simplement? Comment que ça se passe? Oui, beaucoup plus c'est des étrangers. Après, il y a des Algériens, des locaux, mais ça dépend. Par exemple, les locaux, ils s'intéressent beaucoup aussi à faire les randonnées, dans la nature et tout. Et puis la Casbah, on peut dire même aussi, il y a des gens qui habitent l'Est ou l'Ouest, ils viennent jusqu'à Alger. Vous savez, il y a pour, des personnes même qui mais- habitent à Alger et qui n'ont jamais Eh ben oui, foulé il y a des gens les qui pavés de la habitent Casbah. Alger, ils connaissent même pas la Casbah. Oui. Mais après, beaucoup plus, c'est des touristes étrangers qui Étrangers. s'intéressent. Voilà. Mais ce serait intéressant aussi de faire un appel aux parents
de venir avec leurs enfants, de leur raconter l'histoire aux enfants pour transmettre aussi l'histoire, le patrimoine. Moi, je pense que ce serait une bonne idée de faire une sortie parents-enfants. Ce serait important. Eh ben oui, c'est Une idée c'est- à un enfant, proposer, c'est- hein. C'est ça, oui. Il faut un enfant. Par exemple, c'est un enfant qui ne l'histoire de son pays. Il كبر, c'est bon. Quels sont, il les, connaît rien. quels sont les sites ou les aspects justement qui surprennent le plus les touristes, justement parce qu'ils sont étrangers, donc qu'est-ce qui les surprend le plus dans vos circuits? Beaucoup plus, c'est l'architecture. L'architecture des maisons, des palais, parce qu'il y a des touristes qui ont fait par exemple l'Espagne, donc il y a une ressemblance par exemple par rapport à l'architecture, les patios et tout. Sinon même les traditions, par exemple aussi les plats traditionnels, les tenues aussi. Donc voilà, parce que moi je suis guide touristique, qui le lieu, il faut pas parler pour parler, il faut Oui. présenter les détails aussi, par exemple le marbre, les carreaux de faïence, et voilà. Oui, raconter chaque histoire. Oui. Et est-ce que Vas-y, vous Fat. allez vers la narration de certains mythes ou certaines légendes, comme par exemple Khtaoud Lamia ou... Eh ben oui, il le faut parce que pour présenter un lieu historique, il ne faut pas parler seulement de l'histoire ou bien parler seulement de l'architecture, il faut un mélange, il faut parler de l'histoire, l'architecture, les traditions, les الحكايات والمحاجيات كما يقولوا زمان. Et puis même, alhamdoulilah, notre pays il est riche, donc عندنا بزاف عفايس اللي on peut On a les beaucoup de choses à raconter. raconter, Hein, voilà, exactement. c'est ça. Aussi Boukhalet. Eh ben oui, Boukhalet, Boukhalet oui. في رمضان, hein. Oui. Boukhalet surtout في رمضان, on organise des sorties avant l'iftar, 1 heure avant l'iftar. Après, في السهرة, on a des soirées, في السهرات, البوكالات. Et mis à part la Casbah, est-ce que vous faites appel à des historiens, par exemple des chercheurs, pour d'autres sites, pour vraiment alimenter votre présentation? Eh ben oui, parce que je suis C'est pas nécessaire. une historienne, Ouais. Oui. mais je fais l'effort. Par exemple, Tipaza, c'est pas ma spécialité, mais je peux le faire. Oui. Mais pour le moment, je suis basée la Casbah d'Alger, la Kabylie et tout, parce que pour devenir un guide touristique, il faut vraiment avoir une culture générale. Ah, c'est Il ne faut riche. pas raconter pour Oui. raconter, pour avoir de l'argent rapide comme ça. Il faut Donc, aussi avoir le verbe facile. Oui, exactement. oui, oui. Donc, par exemple, quand j'organise des sorties culturelles vers Tipaza, Oui. il faut. J'ai des collègues plutôt, qui peut faire la visite à mes clients. D'accord. Voilà, Donc vous organisez la sortie, mais il y a un autre guide qui est avec vous pour pouvoir raconter ben ces histoires-là, qui est peut-être historien aussi. Bon, c'est pas un historien, forcément. parce qu'il y a des gens passionnés Oui. qui ont fait des diplômes voilà, pour exercer le métier à métier. l'aise et tout. Et sinon, il y a des amateurs aussi. Mais après, je choisis bien avec qui je travaille. Hein. Exactement, c'est clair. Voilà. Il y a aussi la gastronomie qui est un pilier de notre hospitalité. Pour un étranger qui vient, il faut qu'il goûte un petit peu à notre gastronomie. Ça fait partie, j'imagine, du circuit. Les plats traditionnels. On a des fois, j'ai des touristes qui demandent où manger. Oui, Donc, il faut que je choisisse bien un restaurant. d'accord. La propreté aussi, ça c'est je clair. Eh ben oui. Et donc il y a des maisons d'hôtes pour rester toujours le thème de la Casbah. Il y a des maisons d'hôtes, bien plutôt des tables d'hôtes qui préparent des plats traditionnels, le qa'dat azman, fessni et tout. D'accord. Donc ça, il me donne un autre charme au lieu de manger un restaurant C'est clair, classique. c'est clair. Voilà. Et quel est le plat? Bon, je pose la question, mais en ayant déjà la réponse, quel est le plat le plus prisé? Alors, à la Casbah, c'est rechta et couscous. Ouais, voilà, automatiquement. rechta et couscous. Après, donc, là où il y a le kebda, sardine et tout, mais là, je préfère, pour rester Oui, le ça thème marche aussi. Hein. Oui. Ça marche. Kebda, je suis Le désolée, kebda, la mais Casbah, c'est les Algériens surtout, mais le faux. Et puis sardine, je pense que quand les Algériens aiment sardine. C'est un must. Voilà, exactement. Oui. Voilà, on est d'accord. Tout le monde est d'accord. Bon, Voilà. les classiques, couscous et rechta, c'est clair qu'on n'y déroge pas, mais les plus, c'est clair que c'est sardine ou le kebda, ça, tout le monde en raffole. Et vous, en tant que guide touristique, est-ce que vous faites appel aussi à des associations de musique, est-ce que pour alimenter les soirées aussi? Oui,
Tout le monde est concerné en fait. Et il le faut, hein. Il le faut, surtout au Sahara, parce que le patrimoine terna, on a le patrimoine matériel et immatériel, donc il le faut. assez Hein, riche. Ouais. il faut faire, déjà faire Ramadan, on organise avec les chanteurs, voilà. l'orchestre en général. Et pour cette saison estivale, quel est le programme, surtout avec ces fortes chaleurs? Est-ce que vous allez privilégier surtout peut-être des sorties nocturnes qui seraient aussi intéressantes avec la fraîcheur de la soirée? Pas toujours fraîche les soirées, hein, ça dépend des jours. Ou alors, comment que ça se passe? Quel est le programme? Alors, en été, généralement, les gens, bien les touristes, ils s'intéressent pour la mer, hein, Oui. Voilà. Et puis, bien sûr, puisque je suis guide touristique, donc je conseille les touristes de faire, par exemple, la Casbah d'Alger, il faut la faire l'après-midi à 15h30, parce qu'il y a les ruelles qui a l'ombre. Oui. Donc c'est pour ça, la Casbah, donc il y a le soleil et tout. Donc à 15h30, ça va. Même pour faire une visite guidée après un dîner, pourquoi pas la terrasse, les maisons de la Casbah. Et En fin de parfois journée. tout le matin. Oui, pourquoi pas. la Pour les fraîcheur. matinales. Ouais. Des matinales oui, mais pour les après, vacances. il fait chaud. Après, on déjeune midi 30 et voilà. Oui, Bah, ça dépend, oui. Ça dépend Bonne déjà. idée, hein. Moi, j'imagine que pendant les vacances, on est plus couche tard et lève tard. J'imagine Oui. bien encore. Pour pouvoir sortir tôt le matin, c'est un petit peu compliqué. Oui, même après, avec les visites nocturnes, il y a des gens qui s'intéressent pour visiter Alger. By night. Alger, voilà, Alger by night. Donc, Ça must. les grands boulevards, les ruelles, etc. Donc, il y a plein de choses à voir, surtout l'architecture. C'est très important de savoir, parce qu'une fois que vous, par exemple, si quelqu'un comprend l'architecture, Oui. il comprend l'histoire. Toujours, il y a une liaison Il y a un lien, entre heureusement. les deux. Hein. Oui. Par exemple, on a Dar Aziza. Qu'on voit l'architecture de l'extérieur, c'est simple, c'est discret. Après, juste devant, il y a des bâtisses haussmanniennes. Donc, il y a des gens qui posent les questions. Qui m'a dit, Oui. une fois que je fais la tournée là-bas, c'est quoi ça? C'est quoi cette architecture et cette architecture? Oui. Pourquoi ce mélange? Qu'est-ce qui se passe? C'est Eh quoi ben, l'histoire derrière tout nuancé, ça? ouais. Voilà, c'est nuancé. Et à partir des tableaux de Mohamed Arassim aussi que j'ai commencé on peut dire, je suis tombée amoureuse des tableaux de Mohamed Arassim, surtout le tableau de une nuit de Ramadan. D'accord. C'était une nuit de Ramadan. Une fois, j'étais au musée Musée des des Beaux-Arts. Beaux-Arts. J'ai vu avec le tableau. C'était vraiment. C'est une immersion. J'ai voyagé à travers le temps, j'ai vu avec le tableau les couleurs, les détails, j'ai senti la chaleur humaine. Après, je me suis posé la question, je me suis dit, se trouve où ce quartier de Bir Djebbah? Et j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé Bir Djebbah se trouve à la Casbah d'Alger. Et on Donc, a j'ai la appelé- vue sur toute la baie. oui, et j'ai appelé un guide, c'était un jeune guide, c'était en mois de Ramadan déjà. Oui. Et j'ai fait la visite avec le guide et j'ai pris tous les notes. Et pour faire les recherches. Et malheureusement, j'ai trouvé le quartier, c'est pas comme le quartier que j'ai vu sur le tableau. Sur le tableau, ça va évoluer. C'est clair que c'est plus. Le quartier, c'est c'est plus la devenu même- noir c'est et blanc, il n'y a pas de couleur. Après, Un tableau, on peut pas, justement, le tableau est là justement pour Pour nous faire voyager, pour nous pour faire nous- voyager, pour faire rendre- naître cette émotion. Et quand on voit la réalité, souvent la réalité, elle n'est pas aussi vive que sur le tableau. C'est clair que quand on voit un tableau, on est waouh. Et après, la réalité, il faut un petit peu connaître l'histoire de cette réalité. Et derrière cette histoire, et si vous la racontez bien, il y aura la même étincelle que quand vous avez vu le tableau, n'est-ce pas? c'est Oui. ça. Quel est pour vous le meilleur endroit à visiter? Ici, À Alger, voilà. Si vous devez donner un conseil à un téléspectateur aujourd'hui, il a déjà fait la Casbah d'Alger, parce que c'est un classique, on va dire. Quelle est la liste qu'on pourrait faire pour cet été, on va dire Alors, pour moi, je suis spécialisée dans l'accompagnement touristique, culturel et patrimonial. Ça veut dire, je peux dire aux touristes les meilleurs endroits, c'est les musées. Oui. Parce que c'est très intéressant, les musées, le musée des Beaux-Arts, le musée du Moudjahid aussi, le musée de l'art islamique, le musée de l'Antiquité, c'est très musée de la intéressant. marine aussi.
Ouais. Super. Oui, voilà, le Très musée de la intéressant, Marine. oui. Et même, on a la basilique de Notre-Dame d'Afrique, la Aussi grande les voûtes. mosquée, Oui. les jardins. Il y a aussi les jardins, comme le jardin d'essai. Oui. Voilà. Jardin d'essai, surtout au milieu des allées où il y a pas mal d'ombre avec les enfants. Pourquoi pas, ce serait intéressant. Les musées, c'est clair qu'avec les enfants, c'est la meilleure période pour aller faire le tour des musées. Je parlais du musée de la Marine, c'est aussi pour voir l'architecture. C'est très intéressant et c'est ce grand espace avec une hauteur sous plafond qui est phénoménal, et on se sent tout petit à l'intérieur, et puis tout est documenté, donc on a beaucoup de lectures, beaucoup de choses à faire apprendre à nos enfants, pourquoi pas, n'est-ce pas? Ça, c'est Naya fait Alger. Après, Oui. il y a d'autres destinations. Bah, hein. allez-y, justement. Donc, il y a la Kabylie, il y a les villages kabyles, il y a les villages kabyles. Donc, même à Tipaza, on a les musées. Cherchel, il y a le musée de Cherchel, les ruines romaines, le tombeau de la chrétienne. Donc, Très bien. notre pays, c'est assez riche, vaste. voilà. Voilà, c'est vaste. Il y a plein de choses à découvrir. Très bien, merci. Alors, maintenant, on va voyager à travers le livre, maintenant, On avec... va parler d'histoire. D'histoire, Ouais, exactement. donc, on est à l'approche du 5 juillet, donc ça serait bien de parler aussi de certains ouvrages qui nous ont marqués. Donc c'est un ouvrage de Amma Belkhouja, l'historien. Et donc dans cet ouvrage, l'historien dresse un portrait nuancé de l'émir Abdelkader, figure majeure de la résistance algérienne face à la colonisation française. Et l'auteur ne se limite pas à retracer son parcours militaire, il met en lumière l'homme d'État, le penseur, le chef spirituel et le diplomate à travers les témoignages de ses contemporains, qu'ils aient été ses ennemis ou ses admirateurs. Donc le livre montre comment l'émir a suscité le respect bien au-delà des frontières de l'Algérie. Son sens de l'honneur, de sa fidélité et ses principes et son humanisme ont marqué aussi bien ses alliés que ses adversaires. Si on devait parler de thématiques qui ont été abordées, les thématiques principales, donc la résistance à la conquête coloniale française, le leadership politique et militaire de l'émir Abdelkader, les valeurs de tolérance, de justice et de respect de l'adversaire, la reconnaissance internationale de son œuvre et de sa personnalité, la construction de la mémoire historique algérienne, et Amma Belkhouja adopte une approche assez documentée, s'appuyant sur des archives et des témoignages variés, le regard croisé entre les adversaires de l'émir et ceux qui l'ont vraiment admiré permet d'éviter une vision uniquement héroïque. Donc l'ouvrage met en évidence la dimension universelle de l'émir Abdelkader, reconnu non seulement comme un chef de guerre, mais aussi comme un humaniste, notamment pour son action en faveur de la protection des chrétiens de Damas en 1860. Et puis ce livre-là est accessible et riche en références historiques et il est à conseiller et à lire. Alors, on rappelle Disponible le en titre. librairie. Disponible, le titre. Alors, le titre, c'est L'émir Abdelkader, adversaire et admirateur, paru aux éditions Annette de Amma Belkhouja. Très bien, très bien. Voilà. Merci pour ta Merci à rubrique. vous. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Très bien. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous. Alors, je rappelle, c'est Madame Amel Houès. Vous êtes guide touristique. Donc, si on veut visiter la Casbah, si on veut aller à quel autre endroit? Tipaza. Voilà, Tipaza, c'est la Kabylie, c'est à vous qu'on peut faire appel. Merci à toi, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre livre. Et merci aussi à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis jusque-là. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine à partir de mardi, 15h sur Canal Algérie pour Au fil du jour. Au revoir. وين يمشي زين تمشي ريما تمشي والزين ساكن هضار لابس هزي ولابساتو ديما ومن غير هزي اللبسه ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما سكن هزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمه ومن غير هزين ما يسكن دار وما فات هزين ولا غت من دونو تخدم عالزين وتسير وما صار ضويه في اللون